Ce que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré lors de ses 2 dernières interviews sur TV Bricks et MTV, c'est que les négociations prennent une mauvaise direction. Quelle est cette mauvaise direction? Pourquoi le ministre russe des Affaires étrangères n'est-il pas satisfait de l'état actuel des discussions entre les États-Unis et la Russie? Eh bien, tout d'abord, je veux dire, il faut reconnaître que personne ne mène des négociations de cette manière, surtout sur un sujet aussi grave. Je l'ai décrit un peu crûment, mais c'est comme la masturbation des négociations. Ce n'est pas du sexe, c'est de la masturbation. Ce ne sont pas des négociations. Je ne sais même pas comment le décrire autrement. C'est comme la version fast food au drive de McDonald's des négociations. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas de réunir un tas de gens qui n'ont rien préparé. Chacun a ses petits points qu'il négocie intérieurement avec lui-même. Et cela ne correspond ni aux exigences d'un camp, ni à celles de l'autre. Le plus gros problème ici, pour commencer, entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Commençons par ça. Il n'y a absolument aucun terrain d'entente. Et le camp perdant, qui dans ce cas est l'Ukraine, n'a pas encore assez perdu, disons-le ainsi. Ils ne sont pas encore assez désespérés. Mais 2 facteurs entrent en jeu. Premièrement, les élites ne sont pas encore assez désespérées. Et deuxièmement, contrairement à d'autres pays où les élites prévoient de rester ou espèrent rester après une guerre, même si elles la perdent, ou peut-être se soucient réellement de leur peuple. Ce qui est devenu une idée presque folle de nos jours en Occident, que des politiciens se soucient réellement de leur peuple. Les élites en Ukraine sont là uniquement pour tirer le plus d'argent possible de cette guerre avant de se tirer. Donc plus elles tirent les ficelles, plus elles envoient de gens dans la machine à broyer, plus elles s'enrichissent. Elles n'ont absolument aucun intérêt à mettre fin à ce conflit, quelles qu'en soient les conditions. Peu importe les conditions, tant que Zelensky ne sera pas à genoux avec une épée sous le menton ou la tête posée sur une souche avec une hache au-dessus, ce type ne fera rien, parce qu'il gagne de l'argent. C'est son billet pour une belle vie. Il vivra la meilleure vie possible, la meilleure vie qui soit, quelque part en Amérique ou à Londres, pendant que plusieurs millions d'Ukrainiens pourriront sous terre. Et cela ne le dérange pas si ces quelques millions deviennent 5, 6 ou 10 millions. Il s'en moque. Et il en va de même pour des gens comme Kellogg, qui vient de dire « Vous savez, tous ces Ukrainiens sont partis, ils doivent revenir, ils doivent se battre pour l'Ukraine. Ce ne sont pas les siens. Ils gagnent de l'argent. Kellogg gagne de l'argent. Sa fille gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. » Alors bon, ensuite il y a le camp russe qui dit « Nous ne rendrons pas ces 4 territoires. Et d'ailleurs, ce sera bien plus si vous ne vous arrêtez pas. » Mais vous avez affaire à des gens qui ne veulent pas s'arrêter. Et puis il y a le camp Trump qui, pour commencer, n'a pas de position ferme. Parce que sa position dans l'armée, on appelait ça une base en gelée. Ça bouge dans tous les sens. Il n'y a pas de fondation. C'est selon la dernière personne à qui il a parlé, ou la dernière qui a appuyé sur ses boutons, ou encore selon ce que ses donateurs lui ont dit en dernier. Voilà sa position. Elle change tous les jours. Et c'est quelque chose que, tu sais, je ne sais pas sur quoi ils se sont mis d'accord à Anchorage, mais de toute évidence, c'était bien quelque chose sur lequel ils se sont réellement entendus. Et d'après ce que j'entends de Lavrov, les Américains s'en sont retirés. Quelle surprise! Le fait est que cette histoire d'amour avec Trump doit prendre fin. Je veux dire, Lavrov est passé à autre chose. Il en a fini. Plusieurs autres personnes aussi. Mais le gouvernement dans son ensemble? Non. Du moins, ils essayent encore. Je comprends qu'ils ne veulent pas d'une guerre totale, surtout avec les Européens. Ils ne veulent pas d'une guerre totale. Mais je pense que c'est inévitable, parce que les Européens, ou du moins les élites européennes,
Ils sont fermement décidés. Donc, à moins que vous ne puissiez renverser leur gouvernement de l'intérieur et remplacer les élites par quelqu'un qui est réellement de la raison, de la logique et du bon sens, et peut-être un peu de piété, ce que je ne peux pas dire des élites actuelles dans la plupart des pays occidentaux, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Vous savez, ils veulent une guerre. Alors dans ce cas, vous avez deux choix. Soit vous fuyez, soit vous restez et vous vous battez. Ou fuir. Il n'y a nulle part où aller. Donc vous restez et vous vous battez. Mais c'est bien là le problème. Ces négociations, d'abord, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des négociations. C'est une affaire immobilière. Discutons. Très bien, regardez les personnes qui ont été envoyées. Kushner, homme d'affaires, Witkoff, vendeur, l'autre, je ne me souviens plus de son nom, c'est un banquier d'investissement qui est maintenant à la tête des achats publics. Le type Josh, si je ne me trompe pas, c'est bien son nom. Ouais, quelque chose comme ça. Le troisième type est apparu de nulle part. Ce ne sont pas des diplomates professionnels. Commençons par là. Ces gens ne connaissent rien à la diplomatie. Ce ne sont pas des négociateurs professionnels. Négocier l'achat d'un terrain et négocier une grande affaire commerciale sont deux choses totalement différentes. Négocier l'achat d'un terrain, c'est essentiellement vendre un terrain. C'est être un vendeur de luxe, deux banquiers de luxe. Voilà ce que vous obtenez du côté américain. Du côté ukrainien, d'ailleurs, ce sont tous des Américains aussi, car même s'ils sont peut-être ukrainiens, ils ont tous des passeports américains. Cela soulève donc vraiment la question. Qui est qui et qu'est-ce qui est quoi? Le fait est que c'est la réalité à laquelle vous êtes confrontés. Bon, levez la main si parmi les Américains vous représentez l'Ukraine. Levez l'autre main si vous représentez l'Amérique. Très bien. La main gauche, tout le monde la lève, il représente l'Amérique. Qui en parallèle représente l'Ukraine? Je veux dire, aussi absurde que ça puisse paraître, c'est bien ce que nous voyons ici. Est-ce qu'un véritable Ukrainien pourrait venir ici et représenter l'Ukraine pour une fois? Vous savez, peut-être que l'Ukraine serait un pays différent si pour une fois elle était dirigée par un véritable Ukrainien. Au cours des 30 dernières années, ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas entrer dans le détail des différentes nationalités qui dirigent l'Ukraine, mais les Ukrainiens sont dans ce cas une infime minorité. Donc, vous voyez ces négociations, elles ne mèneront probablement nulle part. Un des camps n'est pas prêt à se rendre. Small parce qu'il y gagne de l'argent. Elle ne sera jamais prête à se rendre. La Russie va devoir prendre Kiev et continuer à avancer jusqu'à ce que le peuple renverse ses parasites ou que les parasites réalisent que le corps est mort et qu'ils doivent partir. Le camp russe ne va pas reculer non plus. Et le camp américain aborde cela comme un simple échange de territoire. Faisons juste un petit échange de terre. Tous ces autres points, ils disent qu'ils sont sans importance. Mais non, ils ne le sont pas. Et c'est justement là le problème. L'équipe américaine est entièrement guidée par le commerce. Elle ne comprend pas les prérogatives nationales. Elle ne comprend rien à tout cela, car elle n'éprouve pas ce genre de sentiments. Ils n'ont rien de tout cela en tête. Comme, tu sais, la survie nationale. Ce sont des marchands, des hommes d'affaires, des négociants et des magouilleurs. Tout tourne autour de combien d'argent ils peuvent gagner, qui doit être payé et dans quelle direction ils veulent que les choses aillent. Et pendant qu'ils travaillent avec les Ukrainiens, parce que ceux qui sont au pouvoir là-bas sont avant tout des voleurs, ça ne fonctionne pas avec les Russes. Donc oui, ces négociations, ce ne sont pas vraiment des négociations, ce sont des éléments de langage. Du côté russe, le plus grand avantage, c'est qu'au moins les superpuissances se parlent. Mais je commence à penser que c'est encore pire qu'avec Biden, parce que Biden ne voulait pas parler. Donc on avait un ennemi qui ne bougeait pas, et on pouvait composer avec ce fait.
Trump joue à des jeux verbaux. Qu'il le veuille ou non, je n'en sais rien, mais c'est ce qu'il fait. Et les gens autour de lui savent très bien qu'il joue à des jeux. Vous savez, du genre « n'aidons pas Cuba, peut-être qu'on reconnaîtra la Crimée » ou quelque chose comme ça. J'étais dans une émission aujourd'hui, une émission d'actualité pour la télévision criméenne. C'était un panel de 3 personnes. Et l'une des questions qu'on m'a posées était « Pensez-vous que Trump va reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie? Pensez-vous qu'il peut amener les Européens à le faire? Pourquoi en aurions-nous même besoin? Qui se soucie que les Européens ne la reconnaissent jamais ou que Trump ne reconnaisse jamais la Crimée ou les autres provinces comme faisant partie de la Russie? Qui se soucie de ce qu'ils pensent? Nous nous en sommes détournés. Notre économie se tourne vers l'Est. Nous avons en quelque sorte dressé un mur entre eux et nous. Nous n'avons plus de relation avec la plupart d'entre eux. Qu'ils le reconnaissent ou non, historiquement, c'est notre terre. De facto, c'est notre terre. Si les Européens n'aiment pas ça, mon conseil pour eux est le suivant. Montez dans un char, roulez vers l'Est et brûlez dans ce char, car c'est la seule façon de nous chasser de notre terre. Point final. Alors pourquoi s'en soucierions-nous? Mais pour une raison quelconque, une partie de l'élite s'en soucie encore. Qu'importe ce que la direction occidentale pense ou ne pense pas à ce sujet, c'est notre terre. S'ils n'aiment pas ça, encore une fois, qu'ils viennent se battre contre nous. C'est comme ça qu'on fait. Afin que ça réponde à la question. Tu te souviens, Stas, avant l'hiver, Keith Kellogg affirmait que si l'Ukraine survivait à cet hiver et atteignait le printemps et l'été, l'avantage serait du côté des Ukrainiens. Je ne sais pas de quel type d'avantage il parle. Et malheureusement, ces gens dominent d'une certaine manière toute l'administration des États-Unis. Oui, absolument. Écoute, je suis presque sûr que Kellogg reçoit des pots de vin de Zelensky. Il ne peut pas être aussi stupide. Je veux dire, il a passé pas mal de temps dans l'armée. Du Vietnam, puis l'effondrement de l'armée américaine après le Vietnam, la reconstruction de l'armée américaine dans les années 1980 et l'apogée des années 1990, ce qu'il ne comprend pas, d'ailleurs, vu l'état lamentable de l'armée américaine aujourd'hui. Mais bon, passons. Le fait est qu'il comprend les affaires militaires. Donc si quelqu'un comme lui regarde les Ukrainiens et dit « Oh, vous allez encore gagner », sérieusement, soit il est devenu sénile, soit il a été acheté. Maintenant, sa fille gagne de l'argent avec ça. Son ONG aide à évacuer les Américains morts et blessés. Ce ne sont pas seulement des mercenaires. Je veux dire, ils sont peut-être tous des moutons pour les mercenaires. Mais il y a de vrais mercenaires. Et puis, il y a les types assis dans les bars chics qui se disent soi-disant mercenaires. Ce sont des Américains. Les gars assis sur les Patriots sont pour la plupart des Américains, ou des Britanniques, ou des Allemands. Et beaucoup d'entre eux se font tuer. Des instructeurs américains, des officiers américains. Il y a beaucoup d'Américains qui ont été tués. Et son argent, elle le gagne grâce à je ne sais quoi. Je ne sais pas qui paie ses factures, peut-être l'USAID. Quelqu'un paie ses factures. Mais l'argent qu'elle gagne vient de l'évacuation des restes d'Américains morts et d'Américains blessés. Un jour, tout cela finira par se savoir. Combien de centaines d'Américains ont été tués, voire des milliers. Maintenant, j'ai été contacté par des gens de Fort Bragg. Ils disent « Oui, on connaît des gars qui sont partis là-bas, ils ont été tués et leurs familles sont indemnisées pour se taire, parce qu'officiellement, rien de tout cela n'a jamais eu lieu. Et ce ne sont pas des membres des forces spéciales qu'on s'attendrait à voir. » Ce sont différents opérateurs pour différents équipements. Donc oui, je veux dire, les absurdités que Kellogg débite sont complètement folles. Comme je l'ai dit, tous les Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine
doivent revenir et se battre pour elle. Il y a une raison pour laquelle ils sont partis. Il y a une raison pour laquelle ils continuent de fuir. Et cela n'a rien à voir avec « Oh, je veux mourir pour l'Ukraine et Zelensky ». C'est tout le contraire. Vous savez, la guerre en Ukraine est une guerre à 3 niveaux pour les Ukrainiens. Et par niveau, j'entends par classe. Donc vous avez la classe pauvre et la petite classe moyenne. Ce sont eux qui se battent. Ils se font morgifier, comme on dit en russe, transformés en cadavres et envoyés comme de la chair à canon. En réalité, selon certaines sources en Ukraine, 90% des remplaçants actuels sont bossifiés, attrapés dans la rue par des rafles. 90% des remplaçants ne se portent pas exactement volontaires pour aller mourir pour l'Ukraine. Ensuite, il y a la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Ce sont eux qui ont pu payer quelqu'un pour obtenir le certificat médical, les déclarant inaptes, ou qui ont réussi à acheter leur sortie du pays. Et ils vivent comme réfugiés dans différents pays. Certains d'entre eux, bien sûr, vivent très confortablement. Beaucoup sont soudainement devenus de grands nationalistes ukrainiens, maintenant qu'ils ne sont plus en Ukraine. Le niveau de nationalisme semble croître inversement à la distance du front. Et puis, il y a la classe supérieure, divisée entre ceux qui sont encore en Ukraine parce qu'ils se nourrissent du système et ceux qui profitent de la meilleure période de leur vie dans toutes les stations d'Europe et d'ailleurs. On voit sans cesse des vidéos circuler, voitures de luxe, grandes marques avec des plaques ukrainiennes, fêtes gigantesques, des gens comme Klitschko, qui se nourrissent du peuple. Il est là, en tant que maire de Kiev, à dire « Oh, il faut abaisser l'âge de la conscription à 18, 19, 20, 21 ans. » Très bien, mais où sont tes garçons de 21 et 23 ans? Ah oui, ils sont en Allemagne. Exactement, en train de faire la fête en Allemagne depuis le premier jour. Bien sûr. Bienvenue parmi les élites ukrainiennes. Je pense que ce qui se passe sur le terrain en Ukraine déterminera en fin de compte comment et quand le conflit prendra fin, car il ne semble pas que l'administration Trump y parvienne, ni même qu'elle soit disposée à le faire, pour y mettre un terme. Et du côté européen, il règne en ce moment une certaine forme de chaos. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer en Europe au cours des, disons, 5 prochaines années. Nous ne savons pas ce que nous allons voir, car de nombreux changements s'annoncent, et la mesure dans laquelle ces changements influenceront la politique étrangère de l'Europe. Voilà, à mon avis, une grande question. Pensez-vous que l'Europe soit encore pertinente? Parce qu'après tout, à mon avis, disons les choses ainsi. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre en Irak ou en Afghanistan, on ne peut pas ignorer les préoccupations légitimes de l'Iran, puisqu'il est juste à côté. Je pense que l'Ukraine, c'est pareil, elle est voisine à la fois de la Russie et de l'Europe. C'est pourquoi, surtout dans la partie orientale de l'Europe, il y a autant d'inquiétudes, plus que dans la partie occidentale. C'est pour cela qu'on observe ce genre de division entre les deux. Comment voyez-vous cela influencer la politique étrangère de l'Europe? Eh bien, oui, absolument. Si vous regardez la direction en Pologne et dans les républiques baltes, le petit trio de sorcières, ce sont tous des russophobes extrêmes. Mais, fait intéressant, en particulier pour les 3 sorcières baltes, tous leurs dirigeants ont la double nationalité. C'est un détail intéressant. Tous les principaux politiciens de ces 3 petits États parasites ont la double citoyenneté. Ils ne vont pas rester une fois la guerre commencée. Le problème, c'est que leurs économies sont mortes. Elles étaient déjà mortes avant, en train de mourir même avant leur adhésion à l'UMMR, parce qu'elles ne pouvaient pas survivre sans l'Union soviétique ou un État plus grand.
Lorsqu'elles ont adhéré, les Allemands les ont obligées à détruire une grande partie de l'industrie qui leur restait. En réalité, la Lituanie a fermé ses centrales nucléaires et doit désormais importer de l'énergie au lieu d'en exporter, la centrale nucléaire que l'Union soviétique y avait construite. Résultat, le pays est devenu encore plus pauvre. Et d'ailleurs, la population a beaucoup diminué. Les Russes représentent en fait une proportion bien plus importante de ces populations que ne l'indiquent les chiffres officiels. Et je vais expliquer pourquoi. Les Russes n'y sont pas citoyens. Ils n'ont pas le droit d'obtenir la citoyenneté à cause de codes ethniques ou raciaux. En gros, des codes raciaux officieux. Et avant que quelqu'un ne dise « Oui, les Russes se sont simplement installés là-bas, blabla », il faut savoir qu'il existe des colonies russes en Lituanie et en Estonie depuis le haut Moyen Âge. Et puis on peut regarder la ville de Narva, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Estonie. C'est une ville presque entièrement russe, à 95%, voire 100%. Et de l'autre côté de la rivière se trouve Ivangorod, qui est également une ville russe. C'est une seule et même ville que la rivière et la frontière ont coupée en deux. D'ailleurs, cela reflète bien la population russe dans son ensemble. Officiellement, elle représente environ 36% ou 38% de la population de l'Estonie. Mais voici pourquoi ce chiffre est en réalité bien plus élevé. Les Russes n'obtiennent pas de passeport estonien, par exemple. Ils ne peuvent pas voyager s'ils sont citoyens russes. Par nationalité, ils ne peuvent pas obtenir le passeport estonien. Ils reçoivent à la place un passeport gris, ce qui signifie qu'ils vivent en Estonie sans avoir de citoyenneté, ni russe, ni estonienne. Ils ne peuvent pas voyager en Europe. Les Estoniens et le reste des pays pré-baltes, leurs jeunes, sont partis il y a 20 ans. Il y a des gens, je veux dire, ça fuit aussi vite que possible, juste pour essayer de sortir de ces enfers économiques. Eh bien, le problème pour les statistiques, c'est que, et la Pologne fait la même chose d'ailleurs, ils continuent de compter des personnes qui n'y vivent plus depuis 10, 15 ou 20 ans, comme si elles y vivaient encore. Je veux dire, ces gens reviennent peut-être une fois par an ou tous les 2 ans pour voir leurs proches. Mais c'est tout. Ils n'y vivent pas. Ils vivent en Pologne, ou peut-être en Allemagne, ou ailleurs. Mais ils ne vivent pas dans ces 3 pays. Et beaucoup de Polonais, d'ailleurs, ont fait la même chose. Et la Pologne continue de les compter. Les 4 pays font toujours cela. Ils gonflent donc leurs chiffres de recensement avec des personnes qui n'y vivent pas. Autant dire qu'elles sont mortes. Elles n'y vivent pas. En réalité, comme les Russes ne peuvent pas venir et que les Estoniens s'en vont, la population russe représente probablement près de 50% de la population réellement vivante de l'Estonie. Et ils sont réprimés, très réprimés par le gouvernement estonien. Encore une fois, on pourrait dire « faites cela aux Juifs ou aux Tziganes ou à ceux qui n'avaient pas d'autre pays où fuir ». Mais si vous le faites aux Russes, de l'autre côté de la frontière, il y en a encore 150 millions. Ce n'est probablement pas la meilleure idée. La meilleure idée serait, je ne sais pas, de se faire des amis et de vivre en paix. Je veux dire, ce sont les mêmes idiots qui ont sectionné leurs câbles électriques. Ils faisaient partie d'un réseau commun. Les pays baltes, la Biélorussie et le nord de la Russie faisaient tous partie du même réseau électrique. Ils avaient donc une électricité relativement bon marché, plus chère qu'en Russie, mais tout de même abordable et stable. Ils ont coupé cela il y a 1 an. En fait, il y a 1 an et 2 jours. Ils ont même organisé une cérémonie. Ils ont sectionné la ligne à haute tension, en ont pris un morceau et l'ont mis dans un musée. Et maintenant, ils achètent leur électricité au coup par coup à leurs voisins, la Suède, la Finlande et la Pologne. Et leurs prix ont augmenté d'environ 3 fois et demi. Du coup, leurs entreprises ferment. Leurs économies s'effondrent.
Les gens doivent attendre 2 ou 3 heures du matin pour mettre en marche leur machine à laver, car c'est à ce moment-là que l'électricité est la moins chère. Ils ont littéralement des programmes pour vérifier les tarifs chaque heure. Donc, vous voyez, ces nations, la seule chose qu'il leur reste à vendre, c'est elles-mêmes, comme terrain d'armes pour la prochaine Grande Guerre. Oui, sur ce point, vous avez raison. L'Europe dans son ensemble, on ne peut pas les ignorer. Économiquement, ils sont à l'arrêt. Je parlais avec plusieurs amis en Italie. L'un d'eux est professeur de sciences politiques. Il m'a dit que l'Italien moyen essaye de comprendre comment nourrir sa famille à partir de la 4e semaine du mois. Et cette semaine devient de plus en plus longue, car les gens deviennent de plus en plus pauvres. Mais encore une fois, sur le plan économique, ils sont peut-être relativement morts. Pourtant, en tant que menace, ils restent une menace. Donc oui, on ne peut pas totalement les ignorer. En fait, il faut s'y préparer. Les Américains seront ravis de leur vendre du matériel. Les États-Unis ont un très grand nombre de chars M1 et M11A1 en stockage, presque 5000. Donc, soit on les vend, soit on les découpe. Il vaut bien mieux les vendre. Et ensuite, les Américains, une fois qu'ils auront poussé l'Europe dans une grande guerre, resteront en retrait comme puissance neutre, se contentant de vendre du matériel aux Européens et d'en tirer profit. Et tu sais comment les Américains appellent la Seconde Guerre mondiale? Ils l'appellent la Grande Guerre. Pas parce qu'elle était immense, mais parce qu'elle était grande. Elle était grande parce qu'elle a sorti les États-Unis de la dépression et les a remis sur pied. Elle était grande sur le plan économique. Et on l'a appelée la Grande Guerre. Vous savez, ils ont même mis l'article devant. Eh bien, je crois que c'était en 1988, dans Forbes. J'ai lu un article qui disait que nous avions besoin d'une autre grande guerre pour retrouver une base financière solide. Nous avons besoin d'une autre guerre majeure en Europe. Et c'est exactement ce qu'il disait. C'était en 1988. Nous avons une grande guerre en Europe. L'Europe est détruite, puis nous devenons les créanciers. Les Européens, nous annulons nos dettes envers eux, nous devenons créanciers, puis nous la reconstruisons. Donc, si cela est déjà publié dans des revues comme Forbes, vous savez que les élites en discutent depuis plusieurs années. Et c'était il y a plus de 20 ans. Ils travaillent là-dessus depuis tout ce temps, et ils vont obtenir ce qu'ils veulent. L'Europe va disparaître, ou presque. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant à propos de l'Europe. Quand Lou Memmer publie des photos, nous sommes l'Europe. On voit une photo avec une fille blanche, un Africain, un Arabe, un Indien ou un Pakistanais. Nous sommes l'Europe, tu vois. Mais quand ils affichent une affiche disant « Défendre l'Europe », ce ne sont que des hommes blancs. C'est comme « Attends une minute, quelque chose ne va pas ici ». Donc les hommes blancs, vous ne valez rien, sauf comme chair à canon. Et les autres, vous ne comptez même plus comme Européens maintenant. C'est le message qu'on reçoit.